Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le défi de l'âge. Se réconcilier avec la vie, Paris Editions Frison Roche 1993. La douleur cancéreuse et son traitement. Approche globale des soins palliatifs, Paris Editions Frison Roche 1994. Soins palliatifs. Les soignants et le soutien aux familles, Paris Editions Lamar 1° Edition 2006, 2° Edition 2012. Accompagner, une forme de care? Paris Edition Percé sous presse. Citation. Se libérer du connu c'est mourir, et alors on vit. La liberté est un état d'esprit, non le fait d'être affranchi de quelque chose. Krishnamurti. Remerciements. Avec toute ma gratitude à l'intention des malades, de leurs familles et des soignants. Merci d'être les artisans d'un avenir meilleur, plus respectueux de l'humanité. Merci de savoir lire le message paradoxal et radical de notre monde contemporain. Merci à vous qui n'oubliez pas de vivre et de mettre avec ténacité au cœur de vos préoccupations et de vos actions, la personne malade et ses proches. Préface. Le propos du docteur Lucie Akpi est légitimement ambitieux. Embrasser du regard la question inépuisable de l'euthanasie telle qu'elle est posée en Europe, et particulièrement en France, en refusant les facilités idéologiques qui enferment la réflexion dans des camps retranchés. Elle explore le paysage mental qui, depuis les Lumières, a posé les conditions du débat contemporain. Sans doute, ultimement, est-il impossible d'échapper à une prise de position législative pour ou contre l'euthanasie, et ceux qui connaissent l'auteur savent qu'elle ne fuit pas ses responsabilités. Le mérite de Lucie Akpi est ici de s'éloigner de tout engagement partisan, de prendre de la hauteur et de situer les enjeux à l'aune d'une pensée qui l'a conduit à mobiliser sa double culture philosophique et médicale pour mesurer notre rapport à la mort et au mourir dans l'Europe d'aujourd'hui. Lucie Akpi a passé son doctorat de philosophie sous la direction de Paul Ricoeur, et elle l'a accompagné, particulièrement lors des derniers moments de son épouse Simone. Elle a gardé la trace des rencontres particulièrement stimulantes des années 90 avec le philosophe. Pour avoir eu le privilège de confronter ses souvenirs avec les propres notes de Paul Ricoeur retrouvées après sa mort, je peux attester que Lucie Akpi a inspiré beaucoup des réflexions du maître sur l'exercice de la médecine, sur le jugement médical, sur l'éthique des soins palliatifs. Lucie Akpi est citée dans un ouvrage posthume du philosophe, intitulé par les éditeurs Vivant jusqu'à la mort, selon une expression récurrente de Ricoeur. Celui-ci exprime une conviction, c'est le fait de vivre en dépit de tout qui importe. Pour l'homme Ricoeur, indissociable ici du penseur, la mort est un horizon qui ne doit pas ronger la vie de l'intérieur. Voici ce qu'il écrit. Tant qu'ils sont lucides, les malades en train de mourir ne se perçoivent pas comme moribonds, comme bientôt morts, mais comme encore vivants, et cela, l'ai-je appris de Madame Akpi, encore une demi-heure avant de décéder. Encore vivant, voilà le mot important, page 42 à 43. Attentif au témoignage du médecin, Ricoeur observe que ce qui occupe les personnes en fin de vie, ce n'est pas le souci de ce qu'il y a après la mort, mais les ressources les plus profondes de la vie à s'affirmer encore, page 43. L'agonisant n'est pas un moribond, sauf dans le regard que l'on porte sur lui, regard qui l'enferme dans la catégorie du mourant. Celui qui va bientôt cesser de vivre, regard du spectateur devançant le déjà mort. Non, réagit Ricoeur, l'agonisant n'est pas celui dont on anticipe la mort, il est un vivant jusqu'au bout de sa vie. Lucie Akpi, si elle a pu inspirer Paul Ricoeur, s'est beaucoup inspirée de lui, en particulier sur le thème si essentiel de la reconnaissance, objet de la dernière œuvre du philosophe, Parcours de la reconnaissance. Elle proteste contre l'agitation actuelle qui n'accorde plus de place à celui qui tourne la page de sa vie, et qui pourtant a besoin avant qu'elle ne se tourne, qu'un autre coexistant de la destinée humaine, lui accorde une dernière reconnaissance mutuelle et écoute les messages porteurs de filiation humaine dans cette dernière page de vie s'accomplissant. L'un des aspects les plus originaux de la contribution de Lucie Akpi au débat est d'avoir choisi de prendre au sérieux les témoignages poignants de 3 jeunes hommes et de les avoir analysés avec délicatesse, respect et profondeur. 2 d'entre eux furent très médiatisés, Hervé Pierrat et Vincent Humbert. Le troisième, Jacques,
fournit un contrepoint éloquent et bienvenu pour saisir ce que l'éthique de la narration peut apporter au débat. Comme toujours, les affaires qui affolent les boussoles de l'audimat comprennent des zones d'ombre que l'on est loin d'avoir élucidées, mais, hardiment, Lucy Akpi choisit de prendre à la lettre les témoignages bruts sans chercher à en discuter la vraisemblance et la cohérence, ce que d'autres ont légitimement entrepris, en particulier pour l'affaire Imbert, afin de s'intéresser à ce que leur narration dévoile. Le résultat de sa méthode est saisissant. Après avoir remercié Vincent et sa mère, pour leur témoignage d'humanité si précieux aujourd'hui, elle qualifie Vincent et Jacques, dont les attitudes furent pourtant opposées, avec cette belle formule: véritable sculpteur de l'impossible et de l'incompréhensible du mystère de la vie. Et elle ajoute un peu plus loin: Vincent et Jacques ont tous deux été des sourciers d'eux-mêmes dans tous les domaines de l'esprit et du cœur. Chacun a manié la baguette de coudrier, sans retrouver sans doute toutes les eaux vives du souterrain humain. Mais qui de nous peut prétendre sentir tous les courants souterrains d'une œuvre profonde? Lucy Akpi connaît ma propre dette à l'égard de Paul Ricoeur. Je suis infiniment reconnaissant à son travail d'avoir montré la fécondité de l'approche de l'auteur de soi-même comme un autre, pour penser les questions les plus délicates et les plus existentielles de la vulnérabilité humaine. Jacques Rico. Introduction. L'intérêt historique pour les phases avancées des maladies et les conditions du mourir est apparu dans les années 1960 à 1970. À l'initiative de Cicely Saunders, l'Europe a vu se développer le mouvement mondial des soins palliatifs, caractérisé par le souci humaniste de l'accompagnement des malades atteints de maladies graves, dits incurables, jusqu'à leur dernier souffle. Cette démarche n'était pas nouvelle. Quand Hippocrate observait chez un malade l'impossibilité de guérir la cause de la maladie avec les moyens de cette époque, il faisait appel à Esculape. Ce dernier accompagnait les malades en adaptant les traitements aux symptômes du malade, quelle que soit la cause de la maladie. Au cours du XXe siècle, le mouvement mondial des soins palliatifs s'est ajusté à la conjoncture philosophique et politico-économique du mourir en Europe. Cette conjoncture présente 4 caractéristiques principales. Une rationalisation de l'approche de la mort, devenue médicalisée. Une problématique démographique inédite, avec un taux de dépendance en 2050 de 50% de la population. Un changement de paradigme dans la relation médecin-malade. Une réflexion éthique marquée par l'émergence de la bioéthique sur le thème « Médecine et société », incitant tous les citoyens à se questionner sur leur propre vie. Quelle naissance veulent-ils? Quelle mort veulent-ils? Comment vivre dans des sociétés où il fait bon vivre? S'interrogeait Paul Ricoeur en définissant l'éthique comme la visée de la vie bonne avec et pour autrui, dans des institutions justes. Dans ce contexte, le but de la présente réflexion sera de 1. Prendre en compte l'héritage des Lumières, mémoire du mal et tentation du bien, en tentant de peindre à grands traits le socle social, intellectuel et moral qui a fondé l'Europe, et en esquissant les conséquences modernes de cet héritage. D'une part, au niveau socio-politico-économique, le totalitarisme et les démocraties, et d'autre part, au niveau intellectuel et moral, le scientisme et l'herméneutique. Ce paysage inscrira la question de l'euthanasie comme un reflet de l'esprit des Lumières, toujours à l'œuvre aujourd'hui. 2. Introduire le mouvement socio-culturel de la bioéthique, l'histoire de la question de l'euthanasie et la loi Leonetti, dans la mémoire du mal et la tentation du bien. 3. Mettre alors à l'épreuve de la réflexion bioéthique les défis humains que sont naître, vieillir et mourir en Europe en cherchant à vivre, ensemble, dans des sociétés où il ferait bon vivre. 4. Situer la question de l'euthanasie dans l'héritage bioéthique et ses principaux concepts, et le cadre démocratique original de la loi Leonetti, puis décrire cette loi. 5. Se mettre à l'écoute de la question de l'euthanasie dans l'esprit d'une médecine de la personne, au travers des récits de Vincent et de Jacques, son frère de misère et voisin de chambre. 6. Évoqué dans cette perspective, en partant alors du tragique de ces récits, et sous le signe de l'analogie, une lecture herméneutique qui mettra en évidence l'urgence d'une éducation éthique professionnelle et la poétique d'une médecine de la personne. En conclusion, nous intégrerons la question de l'euthanasie dans la poursuite du courant des Lumières et de notre refus d'accueillir la mort naturelle, en lui préférant une mort maîtrisée par la technique et les savoirs. Ensuite,
La lecture herméneutique critique ou poétique de l'histoire de Vincent Humbert nous donnera à penser une éducation éthique parce que, selon Paul Ricoeur, la poétique est l'éthique. C'est une invitation à habiter et à agir le monde. Enfin, nous soulignerons les perspectives de réflexion ouvertes par la loi Leonetti, une construction démocratique originale et un outil modèle d'ajustement décisionnel dans les situations médicales complexes, reposant sur une médecine de la personne intégrant une éthique du compromis sans compromission. L'héritage européen, mémoire du mal, tentation du bien. L'héritage européen des Lumières du XVIIIe siècle, qui est dominé par un versant humaniste, cherchait à s'émanciper de la tutelle religieuse, sous laquelle vivaient les hommes d'avant les Lumières, pour disposer d'une autonomie dans la connaissance. Cette autonomisation a privilégié ce qu'on choisissait et décidait soi-même. Elle impliquait de se soustraire à la tutelle imposée de l'extérieur. Plus de place pour la magie ou la révélation dans le paysage de la mort de Dieu, selon l'expression de Nietzsche. Désormais, il s'agissait de se laisser guider par des lois, des normes et des règles élaborées par des moyens purement humains. Cette libération de la connaissance a ouvert la voie à l'épanouissement de la science. La physique a fait des progrès spectaculaires suivis par les autres sciences, chimie, biologie et les sciences de la vie. Le postulat de ce mouvement de libération pourrait se formuler ainsi : la connaissance est libératrice. Le XXe siècle a donné lieu à un changement de postulat et a fait parler d'un monde technologique désenchanté et déshumanisé, obéissant dans le domaine matériel à des lois physiques et dans le domaine vivant des sociétés à des lois comportementales. La conquête de la libéralisation de la connaissance restait le fil rouge de l'esprit des Lumières. Mais ses applications, objet même de la naissance de la bioéthique, ont été scandées par des conflits idéologiques inspirés de l'utopisme qui vise un type idéal de monde. Deux figures principales se dégagent dans ce paysage. Sous l'angle intellectuel et moral, le conflit entre le scientisme et l'humanisme. Sous l'angle social, le conflit entre les totalitarismes et les démocraties. 1.1 Totalitarisme et démocratie. Dans le totalitarisme, le règne du type idéal rejette l'autonomie de l'individu. Ce n'est plus le je de l'individu qui est valorisé, mais le nous du groupe qui est exalté. Le concept d'individu de l'idéologie moniste doit se rendre conforme à la norme collective dans tous les aspects de son existence, y compris dans le domaine de ses croyances, ses goûts et ses amitiés. Le monde personnel est dissous dans le monde impersonnel collectif. L'amour n'a plus le statut à part qu'il avait, et il ne peut aucunement prétendre orienter la justice. État totalitaire et autonomie de l'amour s'excluent mutuellement. Pour atteindre son idéal de vie communautaire, le totalitarisme instaure un état vertueux. Il exige l'adhésion spirituelle de ses sujets, soumet l'économique aux politiques, établit un régime de parti unique auquel les masses doivent se soumettre. Il organise un monopole sur l'éducation, sur la violence légitime, État, parti, police deviennent synonymes. 1.2 Le scientisme. Le scientisme repose sur l'hypothèse que la structure du monde est cohérente et transparente, grâce à la raison humaine, qui peut tout connaître par la science. Aucune parcelle du monde ne peut échapper à cette dernière. De ce postulat découlent deux conséquences majeures. 1. Puisque la science peut percer tous les secrets, elle peut aussi apporter des solutions à tout, et même, orienter les secrets du vivant dans la direction humaine souhaitée. Dans quelle direction orienter la transformation de l'espèce humaine aujourd'hui ? Aucun espace de liberté humaine, dans cette toute-puissance à l'œuvre, pour se demander si le techniquement possible, modification génétique, est le sagement souhaitable, pour le bien de l'homme individuel, et leur vie tous ensemble sur la planète Terre. 2. Puisque la science produit et vend les idéaux de la société, les buts existentiels de l'homme doivent aussi être le résultat de la connaissance scientifique. Pourtant, dans le registre de l'humain, chacun reste insubstituable car chacun reste différent de l'autre. De fait, aucun choix individuel ne coïncide complètement avec celui de son voisin. Ce qui relève de l'humanisme n'obéit donc pas à la méthode hypothético-déductive du raisonnement scientifique pur, qui a pour but d'expliquer et non de comprendre. 1.3 Le scientisme n'était pas la science. Cependant, si le scientisme repose sur l'existence de la science, le scientisme n'est pas scientifique. Il faut insister là-dessus,
le scientisme n'est pas la science, il est plutôt une conception du monde ayant poussé en excroissance sur le corps de la science. Dans le scientisme, l'application du raisonnement scientifique comporte des glissements de sens. En effet, le postulat scientiste de départ, à savoir la transparence intégrale de la réalité, se révèle être un postulat irréel et improuvable. De plus, les conséquences de ce postulat impliquent un acte de foi, que Renan nomme la foi en la raison. 1.4 Idéologie humaniste et démocratique. Issue du désenchantement du monde du XVIIIe siècle, l'idéologie humaniste et démocratique a contesté le postulat du scientisme en s'appuyant sur le principe d'incertitude moderne, selon lequel la transparence réelle du monde est impossible. Montesquieu, l'un de ses premiers représentants, critique plusieurs aspects du raisonnement scientiste. 1. Il y a loin de la théorie à la pratique. Si l'on admet avec les scientistes que toute parcelle de l'univers possède une cohérence supposée connaissable, il n'en demeure pas moins qu'il y a loin de la théorie à la pratique. Selon le principe d'incertitude scientifique moderne, les causes de chaque phénomène sont plurifactorielles, et nous ne pouvons que faire le constat permanent de la relativité de nos connaissances. 2. Aucun savoir ne peut se déclarer absolu et définitif sans devenir un acte de foi. L'analyse comparée des différents concepts utilisés par les scientistes et les humanistes témoigne de profondes divergences dans leurs postulats réciproques. Par exemple, selon les scientistes, l'universalité est une universalité de raison. Les solutions trouvées par la science conviennent à tous par définition, et tous doivent donc s'y soumettre. Selon les humanistes, l'universalité signifie que tous les êtres humains ont les mêmes droits et méritent un égal respect, même si leurs modes de vie ou de compréhension du vivant sont différents. 3. L'homme est un être physique et intelligent. Selon les scientistes, l'être humain est une portion de l'univers. Selon les humanistes, l'être humain bénéficie certes d'un corps physique, mais aussi d'une singularité propre. Car les hommes possèdent une conscience d'eux-mêmes, qui leur permet de se connaître et de se bâtir un espace propre pour être et agir, contre les déterminations qu'ils subissent. C'est cet espace d'autodétermination qui est susceptible de devenir, au fur et à mesure de l'accomplissement de l'homme, un espace de liberté. L'homme, comme être physique, est ainsi que les autres corps gouverné par des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies et change celles qu'il établit lui-même, écrit Montesquieu. Les sciences modernes confirment que la connaissance des animaux est toujours imparfaite et que celle des hommes est par définition inachevable, car leur conscience leur donne un accès possible à la liberté qui intègre la loi universelle du changement de tout phénomène vivant. 4. Les buts de l'homme diffèrent dans le scientisme et dans l'humanisme. La vision scientiste écarte toute subjectivité au nom de l'objectivité, ce qui implique d'écarter la volonté des individus. La nature, le monde, l'humanité commandent, les individus se soumettent. Selon la vision humaniste, les individus ne doivent pas être réduits à de simples moyens. Selon Kant, réduire l'individu à un rôle de moyen ne peut être qu'une étape transitoire d'une démarche d'ensemble, dans laquelle le but ultime reste toujours la personne humaine singulière. Seule la personne peut constituer une fin, qui ne soit ni un but, ni un objectif, mais une fin ultime, c'est-à-dire ontologique. 1.5. Une démarche scientifique adaptée aux sciences de la vie, l'herméneutique. Le terme herméneutique trouve sa racine dans le grec herméneutike et désigne l'art d'interpréter. Chez les Grecs, il correspondait à l'interprétation des oracles et des signes divins. Chez les théologiens, le terme a pris le sens d'exégèse des textes sacrés dans la tradition judéo-chrétienne, permettant l'analyse des textes polysémiques de manière simultanée, en croisant plusieurs regards, littéral, rationnel, mystique. En philosophie, chez Spinoza, le terme renvoie à une méthode d'interprétation visant la restitution du sens des Écritures et non leur vérité. Elle se fixe comme but de remonter au sens originel, c'est-à-dire à ce que les auteurs ont voulu dire. À l'époque moderne, avec Dilthey et Gadamer, l'herméneutique désigne l'ensemble des connaissances et des techniques qui permettent de faire parler les signes et de découvrir leur sens. C'est une méthode compréhensive propre aux sciences humaines. Par opposition aux méthodes explicatives des sciences exactes, elle remonte de l'expression à l'intériorité vécue. P. Ricoeur définit dans son œuvre deux paradigmes de l'interprétation. 1. L'herméneutique comme démystification des illusions de la conscience.
À l'instar des maîtres du soupçon, elle procède à une explication réductrice du sens. 2. L'herméneutique comme ouverture à un sens qui nous interpelle à la façon d'un message ou d'une révélation dans laquelle se fonde ontologiquement la liberté humaine. La vision humaine du monde bénéficie donc pour être complète de 2 yeux et de 2 cerveaux. L'un est constitué par la démarche scientifique hypothético-déductive, approche quantitative, l'autre par la démarche herméneutique, approche qualitative. Le processus en jeu dans cette dernière établit des jugements de valeur. Estimation multifactorielle. Montaigne écrit « Les biens et les maux sont consubstantiels à notre vie », et Rousseau note que le bien et le mal coulent de la même source. Ainsi les valeurs consubstantielles à nos vies ne peuvent-elles pas être approchées par les mathématiques, sans l'être aussi, par l'herméneutique, dont elles sont seulement l'une des interprétations. Et toute prise de décision libre repose sur la procédure herméneutique rigoureuse. Ce survol de l'héritage des Lumières permet de résumer les grandes lignes des conflits issus du mouvement des Lumières. Sur le plan social, totalitarisme versus démocratie, sur le plan intellectuel et moral, scientisme versus l'humanisme. Il met en évidence l'émergence d'un retour aux sources laissant apparaître la possibilité d'unir, de façon complémentaire, 2 démarches rigoureuses. L'une, celle des sciences exactes, l'autre, l'herméneutique dans le cas des sciences humaines. Tel est le berceau dans lequel éclot la question européenne de l'euthanasie, aujourd'hui. Il sera alors important d'examiner l'intérêt de ce double regard, concernant l'histoire de Vincent Humbert. 2. Le mouvement SOCIOCULTEEL de la bioéthique. 2.1 Le mot bioéthique. Le mot bioéthique est apparu en 1970 dans l'article d'un cancérologue américain Van Rensselaer Potter intitulé Bioethics, The Science of Survival, et repris en 1971 dans un ouvrage, Bioethics, Bridge to the Future. Interrogé par le développement exponentiel des connaissances scientifiques, notamment biologiques, et le retard de la réflexion à leur utilisation, Van Rensselaer Potter propose la création d'une nouvelle science, la science de la survie, qui repose sur l'alliance du savoir biologique, bio et des valeurs humaines, éthiques. Il y développe l'idée d'un fossé entre 2 cultures, culture scientifique et culture classique des humanités en raison de leur développement mené dans l'ignorance l'une de l'autre. Il paraissait ainsi urgent d'établir une alliance entre elles, grâce à la bioéthique, dont le savoir serait de l'ordre de la sagesse pratique. Elle constituerait un pont vers le futur. La vision initiale de Van Rensselaer Potter était une vision panoramique qui incluait la réflexion sur le contrôle démographique, la paix, la pauvreté, l'écologie, la vie animale, le bien-être de l'humanité, et par conséquent la survie de l'espèce et celle de la planète. C'était définir d'emblée cette nouvelle discipline comme une discipline interdisciplinaire. L'interdisciplinarité a pour mission essentielle de dépasser la perspective interindividuelle pour porter le débat sur le plan de la responsabilité sociale. C'est la condition sine qua non d'une démarche éthique. Rapidement, l'ampleur de sa vision a été limitée par les auteurs et les praticiens aux questions soulevées par le développement des sciences biologiques et à leurs applications. Dans ce domaine, la bioéthique apparut à la fois comme un champ d'études universitaires et comme un mouvement social, même si à cette époque, le concept d'interdisciplinarité n'était pas encouragé et l'éthique, guère populaire, réduite à des notions scolaires. Toutefois, le terme de bioéthique s'est vu jugé intéressant, pour exprimer l'idée de renouvellement de l'éthique médicale. Cette réduction du champ de la bioéthique était déplorée par Van Rensselaer Potter, mais elle n'enlevait rien à la pertinence des autres branches de l'éthique appliquée. Environnement animal. Le mot fit donc fortune, preuve évidente d'un besoin de questionnement face à des problématiques nouvelles, qui n'ignoreraient pas les problématiques anciennes mais nécessitaient une réadaptation face à des enjeux modernes différents. 2.2 Les antécédents. Même si le terme bioéthique a permis de désigner une discipline nouvelle, tout n'y était pas nouveau. La réflexion éthique avait en effet débuté dans les années 1950 à 1960 dans le monde de la santé et de la recherche biomédicale. Elle s'inscrivait dans l'histoire depuis les temps anciens, puisque les humains se sont toujours interrogés sur la conduite à tenir, les décisions à prendre face à la santé, à la maladie, aux infirmités, aux souffrances, à la naissance, au vieillissement et à la mort.
Il s'agissait ni de s'enliser dans le passé, ni de l'oublier, mais la situation socioculturelle appelait une démarche nouvelle. Tel a toujours été le sens même de l'histoire, et la réflexion éthique qui s'articule autour de la charnière tradition-innovation, fidélité au passé et audace de la création. Selon H. Doucet, 3 courants de réflexion éthique ont précédé la bioéthique et poursuivent leur influence. L'éthique médicale et infirmière, marquée historiquement par le serment d'Hippocrate, célèbre médecin grec du V2 siècle avant Jésus-Christ. L'éthique philosophique, qui a toujours fait partie intégrante de la philosophie. Aristote, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, a développé dans sa visée du bonheur pour la cité le concept de prudence pour les décisions dans les situations complexes. L'éthique théologique, qui met le travail de la raison au service de l'interprétation exégétique de la Bible et de la relation avec Dieu, Ancien et Nouveau Testament. Que les applications de l'herméneutique, science de l'interprétation, soient celles de la science, de la philosophie ou de la théologie, le travail d'interprétation reste un travail de la pensée. Il consiste à déchiffrer le sens caché dans le sens apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification littérale. Ces 3 visages culturels de l'éthique, avant la bioéthique, représentent un héritage riche et un paysage multiforme, car ils ont exercé leurs influences de manière indépendante, sans interdisciplinarité. La révolution socioculturelle et technologique bouleversa cette atomisation de la pensée, et verra exploser les vases clos avec les nouvelles techniques de communication, Internet, et la mondialisation. 2.3 L'évolution. Pour dessiner l'émergence de la bioéthique, le sociologue Gérochet distingue plusieurs faits révélateurs. 1. La montée de la classe moyenne s'accompagnant de l'instauration d'une mentalité nouvelle caractérisée par l'individualisme, l'utilitarisme et le goût de la consommation. 2. Le désenchantement du monde et de l'histoire inscrit dans le déclin des mythes, religions et idéologies. Il a été à l'origine d'une mentalité rationnelle et utilitariste. 3. La mutation des rapports sociaux due au féminisme, à l'immigration et à l'augmentation de la population du troisième âge. Cette mutation a exacerbé les conflits d'intérêts groupals. 4. La fragmentation des sphères de la vie et de la culture a été marquée par l'autarcie des institutions, droit, morale, religion, politique, système judiciaire, famille, école, et l'hyperspécialisation des métiers et des professions. Elles ont généré un univers éclaté, parcellisé, peu cohérent. 5. La croissance économique de l'après-guerre qui a soulevé l'optimisme et les attentes des populations. Elle a renforcé la croyance dans la valeur du développement technoscientifique. 2.3.1 La bioéthique, une histoire en marche. Plusieurs faits jalonnent le surgissement de la bioéthique. Le développement technoscientifique. Rapidement après la dernière guerre mondiale, les découvertes biomédicales ont rapidement été appliquées aux êtres humains permettant de sauver, d'améliorer, de prolonger la durée de vie, comme jamais cela ne s'était vu auparavant. La science médicale est devenue l'objet de toutes les attentes et les espoirs. Dans le même temps, le public a craint les abus et la démesure. 1952 découverte au Danemark des techniques de réanimation. 1953 découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick. 1961 découverte de la technique de l'hémodialyse. 1967 première transplantation cardiaque qui a lieu en Afrique du Sud. 1978 fécondation in vitro, premier bébé éprouvette. Louise Brown en Angleterre. Les peuples et les chercheurs ont exprimé alors des sentiments ambivalents. Fascination, désir de connaître, peur de la démesure, incertitude sur l'idée du bien absolu de la science et sur les applications de ces découvertes. Bombe d'Hiroshima. L'émergence des droits individuels. C'est également à la sortie de la Seconde Guerre mondiale que les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.